5 heures du matin, les enquêteurs des douanes judiciaires s'apprêtent à faire tomber les escrocs présumés après 18 mois d'enquête. C'est important d'être armé pour cette opération. Comme pour toute opération, on s'arme, on s'équipe, ça fait partie de la panoplie. On ne sait pas dans quel état d'esprit se trouve la personne. On débarque chez une personne à 6 h du matin, c'est jamais évident, la personne se réveille, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Même si on s'annonce, c'est une mesure de sécurité. On y va? À plus tard, c'est en courant de toute façon. Bonne chasse. Ouais, 6 membres du réseau vont être arrêtés en même temps, à Paris et sur 3 îles des Antilles. On ressent de l'adrénaline parce que c'est quand même des mois d'enquête qui vont aboutir aujourd'hui. Où on espère avoir beaucoup de réponses à certaines questions. Donc on a une certaine euphorie, quoi. Le cerveau présumé de l'affaire est un chef d'entreprise qui possède une dizaine de sociétés de location et de vente de bateaux. Avec ses complices, grâce à un système de fausses factures, il aurait arnaqué le fisc de plus de 10 millions d'euros. C'est celui qui a la voile rouge, là, le blanc. Ah ouais, c'est le trimaran blanc qui est au milieu de la rade. L'homme vit sur ce grand voilier de 20 mètres, ancré au beau milieu de la baie. Un trimaran estimé à environ 1 million d'euros. Vous sortez. Tout de suite. On va mettre l'eau. Non, après. Après. On va vous expliquer pourquoi on est là, après on verra le reste. Allez-y. Ça, c'est les infractions qu'on vous reproche. Abus de biens sociaux, association de malfaiteurs, en vue de la commission de délits punis d'au moins 5 années d'emprisonnement, et notamment délit d'abus de confiance aggravé, escroquerie en bande organisée. D'accord? Mais infraction sur quoi? Je viens de vous le dire, monsieur. Ah bon, c'est un terme général. Voilà, c'est ça. Après, le détail, on verra ça au bureau. Est-ce que vous avez de l'argent à bord? Oui. On va faire une fouille complète. Est-ce qu'il y a de l'argent sur le bateau? J'ai déjà répondu. Les douaniers espèrent trouver de fortes sommes d'argent, mais surtout des documents qui prouveraient la fraude fiscale. Ils sont presque sûrs que l'homme aurait acheté son bateau avec l'argent volé au fisc. Mais il y a un problème. Sur les papiers du trimaran, il n'apparaît pas comme le propriétaire. Une astuce courante utilisée par les fraudeurs pour éviter la saisie de leurs biens. On a besoin de savoir à quel type vous occupez le navire, vous comprenez? Enfin, je veux dire, on vient chez vous en perquisition sur le navire. Je n'occupe pas spécialement ce navire. J'ai plusieurs navires. Oui. Et quand je suis en... D'accord, et celui-ci est à vous alors? Quel est le souci? Que je pose les pieds sur le navire? Ça, c'est juste de savoir... Non, de savoir qui est le propriétaire de ce navire, c'est tout. Il y a pas de... Il y a ce navire-là, comme nous avons un tas de navires. Oui. Voilà, je l'occupe comme je vais sur un autre ou un autre. Si on envisage éventuellement la saisie et la confiscation de ce bateau, il faut quand même arriver à en déterminer le propriétaire. Au bout d'une heure de fouille, les douaniers n'ont pas trouvé d'argent liquide, mais bien plus intéressant. Ils ont trouvé beaucoup de documents dans lesquels se cache peut-être les preuves de l'arnaque. Si elle est prouvée, les douaniers vont pouvoir saisir le patrimoine des escrocs présumés, dont 47 bateaux. Grâce à une nouvelle loi, la justice confisque maintenant les biens des délinquants présumés en un temps record. Frapper les voyous au portefeuille, c'est depuis 2010 la nouvelle arme de l'État. Police, on ouvre! Trafiquants de drogue, escrocs, proxénètes blanchissent leur argent dans des bateaux, des immeubles, des bijoux, des voitures de luxe ou dans des comptes bancaires à l'étranger. Mais aujourd'hui, leur magot n'est plus à l'abri. Si on ne les met pas, entre guillemets, à poil, ils peuvent continuer leur trafic même en prison. Donc en démantelant tout ça, on leur rend vraiment très difficile la possibilité de recommencer. Avec cette nouvelle loi, les escrocs présumés se retrouvent sur la paille, privés de leurs biens avant même d'être jugés. Une sanction redoutable. Pour eux, toucher à leur patrimoine, c'est pire que la prison. Certains n'ont même plus le droit de rentrer chez eux. Et même, imaginons que j'aurais fraudé. Ça vaut tout ça? Ça vaut 40 gendarmes? Ça vaut tout ce spectacle dans le village? Ça vaut ça? Aujourd'hui, les parents et les proches des trafiquants peuvent voir eux aussi leur compte bancaire ou leur maison saisis s'ils sont soupçonnés de complicité.
S'ils s'en prennent à la rigueur, je vais pas dire on s'en fout, mais pas aux parents, quoi. Les parents, ils ont rien à voir là-dedans. C'est de l'argent honnête. Et même les chefs d'État étrangers sont traqués. Ce jour-là, à Paris, les policiers saisissent 11 voitures de luxe, Maserati, Rolls-Royce, Corvette, Ferrari. Toutes appartiennent à un ministre de la Guinée équatoriale soupçonné de blanchiment d'argent. En 1998, nous avions suivi en exclusivité Théodorine Obiang, ce ministre africain lors de ses journées shopping délirantes. En quelques heures, il avait dépensé des milliers d'euros, de l'argent qu'il aurait détourné des caisses de son pays, selon la justice française. En 2011, 247 millions d'euros d'argent sale ont été saisis par la justice. Retour aux Antilles. Le chef d'entreprise arrêté à bord du trimaran est placé en garde à vue. Il va devoir s'expliquer sur l'origine de son patrimoine. Les enquêteurs des douanes judiciaires ont aussi commencé à analyser les documents trouvés à bord du bateau et chez les complices présumés. Ils ont déjà de bonnes surprises. Il y a beaucoup de papiers, il faut être capable de faire le tri. Ça prend beaucoup de temps, c'est laborieux, c'est ingrat, mais on trouve les mines. Et là, on a vraiment des pièces à conviction nettes et claires qui font que même si notre mise en cause a toutes les peines du monde à admettre son mécanisme de fraude, et bien là, on a un élément qui ne peut pas nier. L'arnaque est simple. L'État accorde de fortes réductions d'impôts à toute personne qui investit dans les dom-toms. L'homme du trimaran et ses acolytes auraient proposé à de riches clients de placer leur argent dans leur société de location de bateaux. Pour en attirer un maximum, ils auraient fait croire aux investisseurs que les bateaux étaient des yachts de luxe. Pour cela, ils auraient fabriqué de fausses factures où le prix des navires était multiplié par 3. Résultat, les clients étaient trompés et le fisc, lui, était perdant car il accordait des réductions d'impôts injustifiées. Donc là, c'est acheté à la première société à 109 000 euros. Et puis là, on retrouve donc les mêmes caractéristiques, le même bateau, on le retrouve à 265 000 euros. Là, on a vraiment affaire à de la surfacturation typique. Hein. Le produit est le même, c'est simplement un jeu de facture et on fait gonfler considérablement la valeur de façon à pouvoir bénéficier à plein du mécanisme de défiscalisation. C'est du caviar. C'est la joie de l'enquêteur quand on arrive à trouver ce genre de documents dans une perquisition, quoi. L'arnaque a coûté 10 millions d'euros à l'État, qui compte bien les récupérer. Les enquêteurs des douanes judiciaires, Stéphane et Sylvain, vont mettre sous scellé une petite flottille. Avec les fausses factures, la bande avait acheté pas moins de 47 bateaux. Sylvain, il y en a 4 ici, là, les 4, 1, 2, 3, 4, et après derrière, tu as 1, 2, 3, 4, 5 là-bas derrière. Ah, il y en a 10, hein, parce qu'il y a le petit derrière aussi. On voit très bien que ces bateaux ne valent pas 299 000 euros. Il valent combien? En moyenne, ça peut aller, on va être généreux, entre 45 et 85 maximum. Ces bateaux sont des preuves, puisque ce sont les objets de la fraude. Hein. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont être confisqués. Et si les personnes sont reconnues coupables, ces bateaux pourraient être vendus après et l'argent entrera dans les caisses de l'État. Et les sanctions n'ont pas fini de tomber. Les inspecteurs des douanes judiciaires vont maintenant bloquer les comptes bancaires des escrocs présumés. Quant au trimaran, il a finalement été saisi. Dans cette affaire, les fraudeurs présumés encourent jusqu'à 10 ans de prison. Grâce à des montages financiers complexes, les escrocs en col blanc détournent beaucoup d'argent. Mais dans le milieu du business illégal, le plus lucratif, celui qui peut rapporter des milliers d'euros par jour aux dealers, c'est le trafic de drogue. À Versailles, le directeur de la police judiciaire, Philippe Bugeaud, n'en revient toujours pas. Il y a 2 jours, quand ces hommes pénètrent dans l'appartement d'un trafiquant de drogue pour l'arrêter, ils ne s'attendent pas à faire cette saisie record. C'est impressionnant, c'est lourd, c'est gros, c'est volumineux. Il y a de quoi faire rêver beaucoup de gens. Plus d'1 200 000 euros en liquide, en divers billets, diverses coupures. D'après nos estimations, il semblerait que ce soit le genre de somme qu'il brassait sur un mois. La grande majorité de cet argent a été trouvée au domicile
d'un collecteur dans le 17e arrondissement de Paris qui gardait ça dans un petit appartement qui ne payait pas de mine sous son lit. Les trafiquants menaient grand train, ils se payaient des vacances au ski dans des stations huppées et s'étaient acheté une multitude de voitures de luxe. Mais l'argent de la drogue ne sert pas qu'à s'amuser. Il sert aussi à alimenter le réseau en cas de coup dur. Si on ne les met pas, entre guillemets, à poil, ils peuvent continuer leur trafic même en prison. Donc en démantelant tout ça, on leur rend vraiment très très difficile la possibilité de recommencer. En plus du million d'euros, les policiers ont saisi 250 kilos de cannabis, mais aussi 18 voitures haut de gamme. Philippe, commandant à la brigade des stupéfiants de Versailles, les a fait mettre sous bonne garde, dans un garage de la banlieue parisienne, sécurisé et discret. On peut supposer que les personnes à qui on a pris ces véhicules soient en mesure de tenter de venir récupérer une partie de leurs biens. C'est pas à exclure, donc autant rester discret. Salut, je viens faire le point des voitures qu'on a saisies. Comment tu vas? Et qu'on vous a mis chez vous là. Tout ça. Tout est bien gardé? Ouais. C'est entre de bonnes mains? Les 18 voitures saisies aux trafiquants sont estimées à plus de 200 000 euros. Là, on a un véhicule prisé par les trafiquants qui est un gros 4x4 Volkswagen, donc un Touareg. Il a été estimé entre 22 000 et 25 000 euros. Donc là, on a un véhicule Golf, donc Volkswagen Golf, un véhicule très puissant, donc avec un moteur de 170 chevaux. Donc c'est un véhicule prisé pour sa puissance par les trafiquants. Un gros 4x4 ML Mercedes, un véhicule qui a été estimé à 45 000 euros, donc qui a été acheté par une personne qui n'a aucun revenu officiel. Ils aiment bien les grosses voitures? À un moment ou à un autre, ouais, c'est une manière un petit peu de flamber, de montrer un petit peu ce qu'on a. C'est une manière de briller, entre guillemets. Donc là, Certaines ont servi pour le transport de marchandises, comme cet Alfa Romeo qui cachait 60 kilos de cannabis. Donc là, on a typiquement un véhicule qui, au premier abord, est tout à fait normal. Sauf que bon, on se rend compte assez aisément que ce genre de pièce a été retiré et on peut facilement mettre une trentaine de kilos de chaque côté. Scooters, motos, quad et jusqu'aux voitures des petites amies, comme cette Fiat 500. Rien n'a été laissé aux voyous. Ces saisies sont un électrochoc pour les trafiquants qui n'étaient pas du tout habitués à de telles sanctions. Depuis longtemps maintenant, les criminels les plus endurcis ont complètement intégré ce qu'ils peuvent appeler un passage à l'hôpital, qui est la prison, en considérant finalement que c'est une des vicissitudes obligatoires du métier et qu'à partir du moment où on fait de la prison avec un pactole planqué quelque part qui vous attend quand vous sortirez, la vie est finalement pas si triste que ça. Et il n'y a rien de pire pour un voyou de repartir à zéro quelque part, puisque c'est ça, dans leur esprit c'est ça. C'est ce qui arrive à l'homme soupçonné de trafic de drogue, amené dans ce fourgon pénitentiaire de la gendarmerie. Il est conduit sous bonne escorte à son procès. Sa mère et sa petite amie Sophia espèrent l'apercevoir avant l'audience. Ça peut même pas le voir, putain, les nerfs. Ça y est, elle est passée, hein. Ouais. Ça fait 3 heures qu'on est là, on n'a pas pu lui parler, ouais. Farid, son petit ami, est un multirécidiviste de 38 ans au casier judiciaire chargé. Il a déjà passé 5 ans en prison pour trafic de drogue. Son dernier réseau aurait arrosé tout l'est de la France en cannabis et cocaïne, depuis les Pays-Bas et le Luxembourg. Au moment d'entrer dans le tribunal, Sophia aperçoit une jeune femme sur le parking. Tout de suite, le ton monte. Elle est là, sa salope qui lui a fait la déposition. Hein, Charles? Qu'est-ce qu'il y a? Viens! Sophia la soupçonne d'avoir dénoncé Farid à la police par jalousie. La rencontre tourne à la bagarre. Tu m'as fait la misère chez moi, viens! Viens maintenant, viens! Écoute, viens! Tiens! Vas-y, sors, Sophia est à cran, l'enjeu du procès est important. Farid risque jusqu'à 8 ans de prison.
Lâche-la, j'arrive pas. Tout de suite. Vous vous calmez, lâchez-la. Lâchez-la. Elle m'a arraché les cheveux, elle m'a agressé. C'est la deuxième fois que je me fais agresser ici. Qu'est-ce qui s'est passé? M'a agressé. M'a agressé, je lui ai arraché la touffe de cheveux qu'elle m'avait arrachée. Au-delà de la peine de prison, ce qui inquiète Sofia, c'est que tout le patrimoine immobilier de Farid risque d'être vendu au profit de l'État. Le trafiquant présumé possède un appartement et 2 immeubles. En tout, il a acheté pour 250 000 € de biens, alors qu'officiellement il est sans ressources. Mais la sanction ne s'arrête pas là. La justice a bloqué les comptes bancaires personnels des parents de Farid. 155 000 € au total. L'avocate du jeune homme est scandalisée. L'enjeu, c'est la peine encourue et c'est surtout, je dirais, la problématique de la confiscation des biens de sa famille qui, elle, n'est ni mise en examen ni prévenue et à qui on a pour l'instant saisi les comptes bancaires. Donc on va s'employer et j'espère réussir à faire que l'ensemble de ces biens ne soient pas confisqués. Voilà. Vous avez bon espoir, là? Oui. Merci. Depuis que son fils a été arrêté il y a 2 ans, la mère de Farid n'a plus accès à une partie de ses économies. Et quand elle se rend à la banque, c'est toujours la même histoire. Bonjour. Bonjour. Je peux pas avoir 500 € Non. sur le compte. Non. Moi, c'est la police qui est passée, qui a bloqué. Donc là, après, il faut voir avec le tribunal de Thionville. Donc, par moment, c'est toujours bloqué par rapport à... Pourquoi la police, elle ne m'envoie pas à moi pas une lettre ou quelque chose? J'ai rien reçu, jusqu'à maintenant. Pour le moment, nous, on ne peut pas aller à l'encontre de leur décision. Allons voir, excusez-moi. Hein. Vous avez l'impression que vous payez les conséquences des bêtises de Oui, votre fils? non, mon fils, il fait des bêtises, mais normalement, ce n'est pas les parents qui payent. Pourquoi les parents? Les parents, moi, je l'ai mis au monde, c'est pas moi qui l'a poussé à faire ça. Il a fait ça, c'est lui qui paye. Hein. Ces 155 000 € sont bloqués car la justice soupçonne qu'ils proviennent de l'argent de la drogue. Mais la mère de Farid réfute ces accusations. Selon elle, cet argent est le fruit de toute une vie d'épargne et de ses investissements dans l'immobilier. Car cette ancienne femme de ménage et son mari cantonnier sont à la tête d'un petit patrimoine. 2 maisons, un garage, un local commercial qu'ils louent et 2 foyers pour travailleurs saisonniers. Elle nous fait visiter le plus modeste. Ça, c'est un chalet avec 3 chambres. Chaque chambre, il y a 3 ouvriers. Et c'est pour qu'ils préparent à manger? Il faut leur manger, des fois, le café. Autrement, ils ne restent pas longtemps. Ils prennent leur argent, ils partent. Parce qu'en hiver, ils ne restent pas là. Hein. Elle loue entre 120 et 300 € une vingtaine de chambres. C'est grâce à ses loyers qu'elle aurait pu mettre de côté autant d'argent. Moi, je l'ai acheté avec mon argent propre. Et cet argent que j'étais privée, moi-même, j'étais privée. J'ai rien eu, je l'ai mis à côté. Et voilà. On ne savait pas. Hein. Nous, on n'a même pas un PV, ni mon mari, ni moi, rien du tout. Rien du tout. On n'a jamais fait quelque chose de mal ou quelque chose de... on est propre. Mais alors, comment expliquer les étranges mouvements de fonds observés par les enquêteurs sur ces comptes bancaires? Selon le juge d'instruction, les parents de Farid ont une capacité d'épargne très forte, sans rapport avec leur train de vie. D'ailleurs, entre 2006 et 2010, les revenus déclarés les rendaient souvent non imposables. Et pourtant, sur ces périodes, les parents de Farid ont déposé à la banque 490 000 €, la plupart du temps en grosses coupures, et retiré 330 000 € en espèces. Des mouvements de fonds difficiles à justifier pour les enquêteurs. Pour un couple de personnes d'un certain âge qui n'a jamais eu un emploi qui permettait d'épargner autant, forcément on s'est posé des questions. Vous pensez que les parents pouvaient être au courant du trafic? Je pense qu'ils s'en doutaient mais qu'ils ne voulaient pas voir. Ça arrive régulièrement que les parents profitent de l'activité de leur enfant et qu'ils ne voient pas, soit qu'ils ne veuillent pas voir, soit qu'ils en soient complices de manière tout à fait consciente. Quelques semaines plus tard, le tribunal a rendu son jugement. C'est le coup de massue pour la famille de Farid. Le jeune homme reste en prison,
Et sur les 3 biens qu'on lui a saisis, un immeuble est confisqué définitivement. Sofia, sa petite amie, tente de le réconforter au téléphone. Et de toute façon, il faut que dans les 2 cas, tu fasses appel. Si tu fais pas appel, ça va pas, tu vois. Ils vont se dire là quelque chose se reprocher, il est vraiment pas innocent. Et si tu fais appel. Ouais, vas-y, ok. Allez, fais attention à toi. Bisous, dans la pêche. Ciao, ciao. Ciao. Voilà. Ben, il est complètement retourné parce qu'il n'est pas satisfait en fait du verdict qui a été donné. Ils lui ont donné 5 ans, ils ont saisi les comptes de ses parents alors que ses parents ils n'ont même pas été mis en examen. Et voilà quoi. Le juge refuse aussi de lever la saisie sur les comptes de la mère de Farid. Elle ne peut toujours pas avoir accès à ses économies. Ça fait mal, mais je peux rien. Vous comptiez sur cet argent-là? Je comptais, oui. J'ai jamais été en vacances. J'ai même parlé à ma fille, j'ai dit peut-être l'année prochaine, on part en vacances. Mais je ne savais pas que l'argent sont saisis. Farid a décidé de faire appel de cette décision. Verdict dans quelques mois. La police saisit de plus en plus de biens issus du trafic de drogue. 20 millions d'euros en 2011. Alors pour éviter de perdre leur patrimoine, les trafiquants utilisent de nouvelles techniques pour brouiller les pistes, comme celle des prête-noms. Ils achètent villas, restaurants ou grosses voitures au nom d'un ami ou de la famille. Un moyen de dissimuler leur richesse. C'est sur la Côte d'Azur que nous avons rencontré Mohamed. C'est la première fois qu'il accepte de parler devant une caméra. L'homme est dans le collimateur de la justice depuis des années. Elle s'interroge sur l'origine de sa fortune. Car Mohamed n'est pas n'importe qui. Fiché au grand banditisme, il a déjà passé plusieurs années en prison. Aujourd'hui, il est soupçonné de trafic de cocaïne, de blanchiment d'argent, et il attend son procès. Tout commence en 2007. À cette époque, Mohamed fréquente la jet-set et des vedettes du show business comme Ophélie Winter. Il aime parader dans sa toute nouvelle voiture de luxe à 200 000 euros. Là, c'était le lendemain qu'on avait été acheter la voiture chez Bentley à Monaco avec mon ami, le propriétaire. C'est une voiture qui venait de sortir. C'est la voiture du moment, on va dire. Voilà, une petite cabriolet. Vous étiez heureux de la conduire, cette voiture? Qui est-ce qui serait pas heureux de la conduire? Tout le monde est heureux de la conduire. Pour Mohamed, c'est le temps des excès. Officiellement, il est sans ressources et pourtant il mène une vie de nabab. Il dépense sans compter en vêtements, restaurants et organise de grandes fêtes. Là, c'est une photo de mon anniversaire, ça. Elle a été prise en 2007, en mai 2007. 4 jours après, on m'a donné un autre cadeau d'anniversaire. Son deuxième cadeau d'anniversaire lui a été offert par la police quand il a été arrêté dans sa luxueuse villa de Saint-Raphaël. La villa, elle est là, en face de vous. Où ça? Elle est là. Ici. Cela fait 5 ans que le juge lui a interdit d'y entrer et d'y habiter. Le jour de son arrestation, 40 gendarmes et policiers étaient sur place. La maison était encerclée, le quartier bouclé. Il y avait les cagoulés, donc on m'a mis à terre. Bien entendu, comme ils sont très forts, un coup de crosse dans la tête quand j'étais par terre. Et puis ils ont commencé à répertorier les affaires et puis pour tout prendre, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont pris exactement? Ils m'ont pris les habits, les chaussures, ceinture, mes bagages, la machine à laver, le frigo, toutes les bouteilles de vin, bouteilles de champagne, tous les lits, les matelas. Ils ont tout pris. Ils n'ont pas fait marque ou pas marque, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ils ne sont pas venus pour prendre la marque, ils sont venus pour vous mettre à poil. Voilà. Le mot, vous mettre à poil, c'est tout. Sa Bentley à 200 000 euros est saisie, ainsi que sa Porsche Cayenne achetée à Miami, son Audi A3 et tous ses biens mobiliers. Et quand vous n'avez rien à vous reprocher et qu'on vient, on vous prend parce qu'il y en a un qui décide que monsieur a trafiqué, alors que monsieur n'a rien trafiqué du tout, on ne peut rien dire. Mais là, j'ai subi à tort. Et ils ne veulent pas reconnaître leur tort. Car Mohamed conteste en bloc ses saisies.
Selon lui, la police s'est trompée, rien ne lui appartient. Ni son appartement au Maroc, ni ses voitures, et encore moins la maison de 300 mètres carrés avec piscine qu'il habitait à Saint-Raphaël. Il l'a occupée pendant 7 ans et c'est lui qui l'a rénovée et décorée. Mais il insiste, il n'est pas le propriétaire de cette maison, estimée à 1,5 million d'euros. Voilà. C'est pas à vous cette maison? Non, c'est pas à moi. J'ai rien à moi. À part l'audi, j'ai rien à moi. Et comment vous a prêté cette maison? C'est un ami Un ami à moi. qui vous la prête gratuitement? Voilà. Un Belge qui est fortuné, qui n'a pas besoin de la maison. Parce que vous n'auriez pas pu vous payer une maison comme ça. Moi, j'ai pas d'argent. Et la Bentley aussi. La Bentley, c'est pas le même ami. Le Bentley, elle appartient à un milliardaire tunisien, un industriel tunisien. Donc, c'est autre chose, ça. Un autre ami. Vous avez de la chance quand même d'avoir des amis qui vous prêtent tout ça. C'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Des amis fortunés lui auraient donc prêté cette maison. Mais quand il rencontre son voisin, Mohamed se comporte comme le propriétaire. Il parle travaux et transformation. Là, je vais faire un nouveau portail et je le fais remonter un peu plus haut en PVC alu, comme ça, pas d'entretien. Ah oui, d'accord. Moi, c'est l'alu, ça. Ouais, alu PVC, c'est le top. Difficile de savoir si Mohamed est le propriétaire de cette maison, de la Bentley et de tout ce qui lui a été saisi. François Thierry connaît bien le personnage. C'est lui qui l'a arrêté en 2007. La ligne de défense de Mohamed ne le surprend pas. Mohamed, c'est quelqu'un qu'on connaît bien depuis longtemps, parce que c'est quelqu'un qui a grandi dans le sillage de trafiquants ou de bandits célèbres. Il m'a dit que rien ne lui appartenait, la villa, les voitures. Bien sûr. Ça ne vous a donc pas étonné? Mais non, ça ne m'étonne pas, parce que c'est toujours le cas. Ça fait plus de 15 ans que je fais des procédures de stupéfiants. J'ai jamais vu un trafiquant qui me disait « oui, c'est à moi ». Ah bon? Jamais, c'est comme ça. Ça fait longtemps qu'on ne se laisse plus prendre à ce genre de choses. Enfin, le coup classique de la BMW rutilante au nom de la grand-mère de 85 ans, qui n'a pas le permis, c'est le coup quand même très classique, très connu, et ça n'empêche pas du tout ni sa saisie, ni sa revente au profit de l'État. Le procès de Mohamed doit se tenir dans quelques jours. S'il est reconnu coupable, il encourt 9 ans de prison. Pour ces hommes qui aiment le luxe, les belles villas et les grosses voitures, se retrouver sur la paille est inimaginable. Pour eux, être privés de leur train de vie, c'est pire que la prison. Maurice ne s'en est toujours pas remis. En un an, la vie de ce chef d'entreprise a basculé. Accusé de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux et d'escroquerie en bande organisée, il a passé 7 mois en prison. Et quand il en est sorti, il n'avait plus le droit de rentrer chez lui. La justice lui avait tout saisi. À la sortie de la prison, on m'a confisqué l'argent, on m'a confisqué mes cartes de crédit, on m'a confisqué mes véhicules. J'avais rien, plus rien. Si j'avais pas ma famille, je serais pratiquement SDF, quoi. Ce dimanche, le juge lui a accordé l'autorisation exceptionnelle de retourner chez lui chercher quelques affaires. Les Bastille, on arrive sur Villa. Là, ça me fait un pincement au cœur, là. Maurice a rendez-vous avec les gendarmes. Ce sont eux qui doivent lui ouvrir la porte de sa villa. Vous ouvert ou pas? Non, je crois pas. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est bon? C'est bon? Putain, c'est pas vrai. Y'a pas? Pas. Y'a pas? On va marquer ça sur le PV, qu'on n'a pas restitué de clé, qu'on vous a enlevé les scellés. D'accord, ok. Maurice est à la porte. Les gendarmes n'ont pas les bonnes clés. Les gendarmes sont venus retirer les scellés. Par contre, je peux pas rentrer chez moi. Voilà, donc... Quand il fait le tour du propriétaire avec sa sœur, Maurice est écœuré. Depuis qu'il n'habite plus ici, sa belle villa se dégrade et perd de sa valeur. Et là, vous voyez dans quel est taxé. Voilà, tout est pourri, quoi. Hein. Voilà. Là-bas, dans le garage. Là-bas. Maurice aimait tout ce qui brille. Il possédait un yacht à Saint-Tropez, une Harley Davidson
et dans son garage quelques belles voitures. Maintenant, il n'a plus rien. Là, il y avait juste la Lamborghini et la Harley Davidson et le 4x4, mon 4x4 qui était derrière là. Ça vous a fait mal au cœur de la voir partir, cette voiture? Ça m'a fait mal au cœur et en même temps, c'est peut-être la cause de tous mes soucis. Au total, la justice lui a saisi pour près de 3 millions d'euros de biens. Mais alors, que s'est-il passé? Jusqu'ici, tout semblait sourire à Maurice. Il y a 30 ans, il a gagné beaucoup d'argent en montant des bars et des boîtes de nuit en Normandie. Mais c'est aux États-Unis qu'il va faire fortune, avec toujours les mêmes recettes, restaurants et discothèques. Il va même étendre son empire à Saint-Domingue. En 1999, il a le mal du pays et décide de rentrer en France dans son village natal. Là, il investit à tour de bras. Il achète une vingtaine d'appartements et des maisons qu'il loue. Ben là, il y a 1, 2, 3 appartements et là, il y a 6 appartements. Ils étaient loués combien, ces appartements? Ça variait entre 300 et 400 euros, quoi. Là, vous avez un autre bien qui m'appartient, qui est ici. Les gens se sont barrés. Maintenant, c'est de la désolation, quoi. Il n'y a plus personne. Les gens ont pris peur. Ils se sont dit, ouais, on va pas habiter chez un bandit. Hein. Et ce n'est pas fini. Dans la région, il possède 2 restaurants, une boîte de nuit, un garage de location d'utilitaires et de voitures de luxe. Dans le sud de la France et en région parisienne, il loue aussi une dizaine d'appartements. Aujourd'hui, toutes ces sociétés sont fermées. Son histoire n'a pas vraiment étonné les habitants du village. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Tu peux pas venir dire bonjour? J'étais occupé. Selon cette voisine qui l'a vu grandir, Maurice en faisait trop. Tu as vu? Tu t'es quand même laissé prendre comme... Comme un idiot. Oui. Comme un idiot. C'est ce que je pense. Ouais, oui, comme un idiot. Oui. Je te croyais pas si couillon. Je crois que tu as trop... Trop gagné, trop exagéré. Trop fait voir. Ouais. Trop fait voir. Ouais. Même si j'ai fait quelques conneries, je ne méritais pas 6 mois de prison, quoi. Mais les gens se posaient des questions dans le village ou pas? Oh, un peu quand même, oui. Et ils se demandaient d'où venait l'argent, c'est ça? Vous savez, quand quelqu'un a une situation un peu plus importante que le commun des mortels, il se demande comment on y arrive. Les immeubles, les maisons, les restaurants de Maurice sont maintenant entre les mains du capitaine Stiefel. Il fait partie de l'Agrasc, une agence d'État chargée de gérer les biens des escrocs, comme par exemple s'occuper du gardiennage des voitures ou encore encaisser les loyers des appartements saisis. Ce matin, une magistrate l'informe qu'elle va confisquer de nouveaux immeubles à Maurice. En gros, ce qui est important dans ce dossier, c'est que, j'ai bien compris, vous avez notifié... Absolument. J'ai 3 saisies pénales immobilières qui portent sur, je crois, 6 ou 8 immeubles au total. D'accord. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir, madame le juge. Au revoir, monsieur. Ce sont des détournements de fonds, des escroqueries, des recels. C'est une quantité d'infractions. Donc voilà, il y a beaucoup d'argent qui a été détourné. En fait, ces fonds qui ont été escroqués, qui ont été détournés, qui ont été obtenus par différentes infractions, eh bien, il a investi. Il a investi dans un immeuble, et notamment au travers d'une société, pour essayer justement que ce ne soit pas à son nom. Parce que c'est visible quand c'est au nom direct de la personne. Maurice nie tout en bloc. Selon lui, il n'a jamais détourné l'argent de ces sociétés. Si j'ai commis des petites erreurs, ça valait peut-être une amende, une connerie, mais pas à ce point-là. On vous reproche d'avoir confondu l'argent personnel et l'argent de la société, c'est ça? Si vous voulez, le problème qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on me reproche 1001 choses, mais il n'y a rien de concret. Moi, ce que je veux, c'est apporter des preuves, comme quoi, voilà, ce que j'ai fait, je l'ai fait honnêtement. Et comme ça, après, voilà. Démêler les montages financiers de Maurice va prendre des mois aux enquêteurs. Mais certains biens, comme sa Lamborghini, ne peuvent pas attendre que l'affaire soit jugée. Elle perdrait trop de valeur. Alors dans ces cas-là, l'Agrasc vend les voitures avant les procès.
Elle le fait aussi avec d'autres biens comme les bijoux qui décotent très rapidement. Ce matin-là, se tient à Paris une vente aux enchères exceptionnelle. Des bijoux confisqués à un trafiquant de drogue. Montres Chanel, Vuitton, Bulgari, bagues en or, bracelets, alliances serties de diamants. Il y en a pour des milliers d'euros. Messieurs, dames, dans 5 minutes, l'exposition est terminée. La vente commence à 10h30. La décote des voitures et des bijoux n'est pas la seule raison de ces ventes aux enchères. Le gardiennage coûte beaucoup d'argent à la Grasc, qui est chargée de les stocker. Par exemple, louer un coffre, ça coûte 20 000 € par an, donc c'est très cher. Donc on a intérêt, nous, à vendre assez rapidement ce type de bien. On va commencer. Hervé Brabant espère que tous ces bijoux vont partir au prix maximum, estimé par les experts, 53 000 €. On commence à 1 100 €, 1150, 1200, 1300, adjugé 1300 €. Le numéro 104 est une montre chronographe en acier Louis Vuitton. On va commencer à 950 €. 950 chez Preneur, qui couvre l'enchère. 1000, 1100, 1200. Vous confirmez 1200. Adjugé à 1200 €. 1100. Vous confirmez 1100. Adjugé à 1100 €. Adjugé à 800. Adjugé à 700 €. Adjugé à 950 €. En quelques minutes, une dizaine de montres sont achetées. Mais les bijoux les plus chers ne trouvent pas preneur, comme cette montre suisse en or rose. On va commencer à 15 000 €. On est à 15 000 €. On est très très loin du prix neuf. Très très loin. Vendu. Au final, 15 lots sur 19 ont été vendus. Les autres seront remis aux enchères un peu plus tard. On est à 1 000 €. C'est bien plus à 1 000. L'État a tout de même récupéré 19 000 €. Si la personne est jugée coupable, comme c'est une affaire de stupéfiants, cet argent ira aux forces de police, de gendarmerie et à la justice pour financer les actions de lutte contre la drogue. Et si ce n'était pas une affaire de stupéfiants, ça irait directement, ce serait reversé au budget de l'État. Ça ira pour financer des écoles, des routes, au même titre que les impôts et tout le reste. C'est une recette publique. Si le trafiquant est innocenté lors de son procès, l'argent lui sera rendu. Tous les biens ne finissent pas dans les salles des ventes. Certains services de police et de gendarmerie peuvent les récupérer comme les voitures. Mais cela peut prendre des mois, voire des années. À Cannes, Xavier, commandant de gendarmerie, rêve de cette grosse berline allemande qui appartenait à un proxénète. Il espère la conduire dans quelques semaines. Bon, elle est belle, enfin elle est propre. Hein. Ah, je suis pas insensible à ce genre de véhicule, évidemment. Si je pouvais la récupérer pour la brigade de recherche, parce que bon, on est quand même sur un bassin cannois qui est assez cossu. Il n'y a pas que des petits délinquants, il y a aussi des grands délinquants. Donc on passera pour des gens qui sont suffisamment huppés pour faire partie du quartier dans lequel on va faire nos investigations. Ça sera un gros bénéfice. En 3 ans, les voyous ont fourni plus d'une centaine de voitures aux services de police et de gendarmerie. Les saisies ne touchent pas que les trafiquants de drogue et autres escrocs de l'Hexagone. La justice s'en sert aussi pour faire tomber des chefs d'État étrangers, accusés de détourner l'argent de leur pays pour s'enrichir. Nous allons vous montrer comment Théodorine Obiang, ministre de la Guinée équatoriale, dépense des milliers d'euros en quelques jours en costumes et bijoux. Nous l'avions filmé le temps d'une virée shopping délirante en 1998, dans le cadre d'un reportage sur les Champs-Élysées. Théodorine Obiang habite avenue Foch, dans les beaux quartiers. Après des mois d'enquête, les policiers passent à l'action. Ils saisissent toutes les voitures de luxe du ministre africain. Une scène étonnante filmée par des passants qui n'en reviennent pas. Les camions se succèdent pour faire monter Porsche, Maserati, Ferrari, Bentley, Bugatti. Le capitaine Stiefel a suivi l'opération.
Là, vous avez une Bugatti Veyron. Ça fait plus de 1000 chevaux et 407 km/h. Là, c'est une deuxième Bugatti Veyron. Donc là, déjà, sur cet étage de camion, vous avez 2 400 000 €. C'est une voiture, il y a 3 ans d'attente pour pouvoir en acheter une. Ça, c'est sauf erreur, ça va être une Bentley. Ça, c'est un autre modèle, mais alors cabriolet, pour l'été. On est sur des voitures vraiment hors normes. Théodorine Obiang est ministre de l'Agriculture et des Forêts et tout récemment vice-président de la Guinée équatoriale, un petit pays d'Afrique de l'Ouest dirigé d'une main de fer depuis 34 ans par son père, le général Obiang. Le pays est riche en pétrole et pourtant 70% de la population vit avec seulement moins d'1 euro par jour. Selon les enquêteurs, Théodorine Obiang aurait blanchi en France des millions d'euros provenant des caisses de l'État équato-guinéen. A commencer par son majestueux pied-à-terre à Paris. Un hôtel particulier de 5000 m² situé au 42 avenue Foch. Quand les policiers entrent pour perquisitionner, ils découvrent un luxe incroyable. Ce sont des immeubles de très grand luxe dans lesquels vous avez à la fois salle de sport, centre de coiffure, discothèque, salle de réception au pluriel, cuisine, niveau de grands restaurants, etc. Alors on est sur des immeubles vraiment de très très grand standing. 6 étages, 101 pièces, une chambre à coucher de 200 m², des meubles d'époque, mais aussi une collection de bijoux et de grands crus, dont 300 bouteilles de Pétrus, d'une valeur de 2 millions d'euros. Dernièrement, il avait acquis pour 18 millions d'euros d'œuvres d'art en décoration. En tout, il y en aurait pour 40 millions d'euros de biens. En 1998, nous avions filmé Théodorine Obiang en exclusivité. C'est un peu froid ce matin. Oui. Cette année-là, il n'a pas hésité à nous montrer sans aucune pudeur comment il dépensait son argent. Alors là, on va faire un tour. On va chez Gianco Francoferre, non? Oui. On va faire un petit tour là-bas. Je vais faire un peu des courses, un peu. Des courses à la hauteur de sa démesure. Alors. Ce jour-là, il va dévaliser la boutique de ce grand couturier italien. Ça, c'est que des coupes déstructurées. Prix moyen du costume, 2 500 €. D'accord. Encore. Ça, c'est magnifique aussi. Et pourtant, il ne va pas hésiter à en prendre une trentaine. C'est le deuxième plus gros client que nous ayons dans la boutique. Vous étiez au courant de son arrivée? Oui, ils nous ont prévenus il y a à peu près 2 jours pour nous dire qu'il est arrivé à Paris, qu'il fallait préparer certaines choses pour lui. Là, je l'aime pas. Ça, j'aime bien. Très, très joli. Ça s'appelle bien pour dans le bateau, sur le yacht. À Saint-Tropez. Ça, non, parce que j'ai déjà. Il faut changer un peu. Ça, je pense, si je me trompe pas, vous avez déjà celle-ci. Vous savez, j'ai tellement maintenant que je me rappelle plus exactement lesquelles j'ai réellement. Parce que j'ai. Oui, il y en a trop. Ouais, ça, c'est bien. Théodore, merci de votre visite et à bientôt. Théodorine Obiang n'a jamais caché son goût pour l'argent. C'est justement son train de vie fastueux qui a attiré l'attention de l'association Sherpa, qui lutte contre la corruption. L'ONG est à l'origine de la plainte contre Théodorine Obiang. Pendant plus d'1 an, elle a enquêté sur ses nombreux investissements. Le fondement de la plainte, il est très simple, c'est que le salaire annuel de M. Teodoro Nguema Obiang est de 6 000 $ par an et qu'il a un patrimoine immobilier qui est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros rien que pour le patrimoine identifié sur le sol français. Donc ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir acquis sur le sol français des biens dont on présume qu'ils ne l'ont pas été avec de l'argent légal. Et on n'a pas envie que la France serve de refuge à des avoirs d'origine criminelle. Et c'est tout le sens de notre démarche. John Ribeiro était le chauffeur particulier de Théodorine Obiang. Il l'a conduit dans tous les endroits les plus luxueux de la capitale, notamment dans ce palace.
Avant d'acheter l'hôtel particulier, là, il venait ici pendant un mois, 5 semaines, et qu'il avait sa Rolls, sa Bentley garée devant. Voilà. Pardon. Bonsoir, monsieur. Salut-vous. Oh, excusez-moi. Théodorine louait la chambre la plus grande et la plus chère, la suite royale. Il pouvait y rester jusqu'à 5 semaines, soit près de 200 000 € le séjour. Je voudrais une soupe à l'oignon et puis un côte d'agneau avec frites. Oui. Vous la voulez bien cuite, saignant? Bien cuite, hein. Voilà. C'est noté, monsieur Ingla. Merci. À tout à l'heure, merci. Alors ça, c'est la suite royale. Il y a 2 salons, un peu différents. Donc il y a 2 chambres, 2 salons, 2 salles de bain. Deuxième salon, complètement différent, avec la boiserie qui est agréable. Le room service. Et tous ces repas étaient accompagnés de grands crus. Ça, c'est l'ambassadeur de la Guinée équatoriale, son Excellence. Lui, c'est l'ambassadeur. Ambassade de la Guinée équatoriale. Regarde-le, lui. Il bouffe, hein, mon gars. Il se gave bien, lui aussi, hein. C'est Théodore qui paye. Très bien, très bien. Alors, donc, j'ai la Bentley Azure. J'ai été la réceptionner. Elle est arrivée, je l'ai amenée directement chez Rolls. Si tu veux, je vais aller la chercher. Quand Théodorine est à Paris, son téléphone n'arrête pas de sonner. Allô? Les grandes enseignes du luxe tentent d'obtenir un rendez-vous. Ah oui, oui, exactement. Comment on fait alors pour voir ces montres? Vous pouvez pas passer ici à l'hôtel à 5h30? J'aurai juste 20 minutes le temps que je regarde la collection de tous vos bijoux de grande qualité, n'est-ce pas? OK. Tous les bijoutiers de la place de Paris savent que Théodorine a du mal à résister à de nouveaux bijoux. Ça, c'est des collections classiques. Et ça, c'est des collections un petit peu plus riches. Il se déplace pour lui vendre ses montres, pour vendre des montres à Théodore. Tout le monde est à ses pieds, les bijoutiers, les couturiers, tout le monde. Parce qu'il a le pouvoir de l'argent. Il a les milliards. Donc personne dit non. Combien elle fait celle-ci? 127 000 francs. Oh, ça va. C'est raisonnable comme prix, hein. Ça, c'est un modèle unique, hein, pour l'instant. Elle vient de sortir, on ne l'avait jamais fait. Je sais pas. Je trouve bizarre un peu. Je crois que c'est celle-ci qui m'intéresse là-dessus. Ça, c'est plus classique comme modèle, hein, c'est certain. Pour Théodorine Obiang, une montre à 19 000 €, c'est presque bon marché. Lors de la perquisition dans son hôtel particulier de l'avenue Foch, les policiers ont retrouvé une montre sertie de diamants d'une valeur de 598 000 €. Selon l'avocat de Théodorine Obiang, cette débauche de luxe n'a rien de scandaleux. Son client n'a jamais volé dans les caisses de la Guinée équatoriale. Il a gagné cet argent honnêtement en tant que chef d'entreprise d'une société d'exploitation forestière. Vous pensez que les accusations qui disent que le patrimoine de M. Obiang serait d'origine frauduleuse est totalement faux. Je connais l'argument. L'argument, c'est de dire il est ministre, il ne peut pas s'acheter ce qu'il s'est acheté. Mais surtout, il a un capital extrêmement important comme entrepreneur. C'est un entrepreneur qui a fait des bonnes affaires. Si la fortune paraît disproportionnée. Mais disproportionnée à quoi, madame? Ah, le problème, c'est qu'il est noir et qu'il est africain. Et quand on se dit un Africain noir, riche, qui décide d'acheter du beau, ça, c'est pas normal. C'est ça, la vérité. À l'époque, Théodorine Obiang avait terminé sa journée shopping chez un gros disquaire des Champs-Élysées. En quelques minutes, tel un acheteur compulsif, il remplit ses sacs de CD, 200 au total, sans même regarder les titres. Du jazz, acid jazz, funk, soul, reggae, un peu tout quoi. Un hip-hop. Je mets les gros venants là. Ça c'est? C'est gros.
Vous avez une groove, d'accord. Alors... Le soir, il était reparti au volant de sa Lamborghini. Aujourd'hui, fini les virées parisiennes. Théodorine Obiang est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il se cache dans son pays et refuse de se présenter devant la justice française, qu'il a déjà convoquée à 2 reprises. Dans le sud de la France, Maurice, lui, aimerait bien entrer dans sa villa, saisie par la justice. Il y a 3 semaines, le juge lui avait donné la permission d'aller chercher quelques affaires. Mais les gendarmes n'avaient pas les bonnes clés. D'ailleurs, ils ne les ont jamais retrouvées. Bon, ben c'est bon. On a double les clés. Maurice a fait changer la serrure. Cela fait 1 an qu'il n'a pas remis les pieds chez lui, depuis son arrestation par 35 gendarmes à 6 h du matin. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, c'était l'arrestation, la perquisition. Ils ont démonté le plancher, ils devaient peut-être espérer trouver quelque chose. Dans les chaussettes, dans les machins, dans les sacoches. Voilà. Tout est pété. Tout a été soulevé, des photos foutues en l'air. Enfin, tout a été retourné sans dessus-dessous, quoi. Voilà. Le dernier café que j'ai bu avant de partir, je pensais revenir le lendemain, moi. Tout est resté là. C'est du harcèlement et de l'acharnement, c'est sûr et certain. Je veux dire, bon, vous voyez un peu le truc, pourquoi? Et même, imaginons que j'aurais fraudé. Ça vaut 7 mois de prison? Ça vaut tout ça? Ça vaut 40 gendarmes? Ça vaut tout ce spectacle dans le village? Ça vaut ça? Depuis la fin de cette enquête, il y a plusieurs mois, Maurice n'a toujours pas la date de son procès. Et la majorité de ses biens est toujours saisie. Il risque 10 ans de prison pour escroquerie et abus de biens sociaux. Mohamed a été condamné à 5 ans de prison ferme et 50 000 € d'amende pour blanchiment d'argent, trafic de drogue et non-justification de ressources. Le procureur qui demandait une peine plus sévère a fait appel. En attendant un 2e procès, il a le droit de retourner dans sa maison de Saint-Raphaël, mais ses voitures et ses biens mobiliers restent sous scellés. Farid, le trafiquant de drogue, a vu sa peine de 5 ans de prison confirmée en appel. Ses comptes sont toujours bloqués et l'un de ses immeubles est définitivement confisqué. Le juge a finalement débloqué les comptes de sa mère. Elle n'est pas impliquée dans le trafic de son fils et va enfin pouvoir retrouver ses 155 000 € d'économie.